Bonjour à tous et bienvenue aux informations. Et nous revenons sur l'appel au pardon du président de la République depuis Paris. John Kounda Traoré dit pardonner à ses agresseurs après l'agression dont il a été victime. Il demande également à tous les Maliens de se pardonner. Le président John Kounda Traoré qui place sa confiance, comme il l'a toujours fait, au Premier ministre en ce qui concerne le rétablissement de l'autorité et le recouvrement de l'intégrité du territoire. Nous l'écoutons au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. L'ensemble des Maliens, mes salutations. Et leur dire que j'ai traversé une dure épreuve. J'ai beaucoup souffert dans ma chair et dans mon âme. Mais, comme je vous l'ai dit, ces souffrances, je les accepte volontiers. Si c'est vraiment par là qu'il fallait passer pour que le peuple malien retrouve son équilibre. Et que vraiment maintenant nous comprenions qu'il faut que nous nous donnions la main. Et que nous agissions comme un seul homme pour arriver à faire face aux grandes difficultés. La situation est difficile, hein? Il ne faut pas se le cacher. Mais elle n'est pas désespérée. Et je suis certain que les Maliennes et les Maliens sont capables de trouver en eux les ressorts nécessaires pour se sortir de cette crise. Vraiment, ce sont les paroles que je voulais dire. Je voudrais ajouter aussi que je ne ressens aucune rancœur. Et je ne ressens aucune amertume. Ceux qui m'ont agressé, je suis certain que la plupart d'entre eux ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je leur pardonne. Je leur pardonne. Et je demande à chaque Malien et à chaque Malien de pardonner à son voisin, de pardonner à son prochain, de pardonner à son compatriote. C'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de solidarité. Tout le reste, c'est du vent. Et je formule les vœux les meilleurs pour ce pays que nous aimons tant, pour ce Mali que nous voulons sauver. Et je demande au Tout-Puissant d'aider le peuple malien et de veiller sur le Mali. Voilà, Monsieur le Premier ministre, le message que je vous demande de transmettre au peuple malien, à tous mes compatriotes. Je sais que votre tâche n'est pas facile, mais je demande également aux Maliennes et aux Maliens de vous soutenir, de vous accompagner, de vous aider. Parce que la mission n'est pas facile du tout. Et je vous sais à hauteur de mission, je vous sais capable de mener tout ça comme il faut. En tout cas, je formule également à votre endroit mes vœux les meilleurs. Que le Tout-Puissant vous protège et qu'il veille sur vous. Voilà. Le moment venu, probablement, je m'adresserai solennellement au peuple malien pour lui dire un peu dans les détails comment je vois la suite des opérations. En ce qui concerne ma santé, comme vous le constatez, je vais de mieux en mieux. J'ai subi une opération au niveau du front. Suite à une fracture consécutive, je pense à un coup de marteau. Donc les chirurgiens ont dû remettre tous les os à niveau et les maintenir par 2 plaques de titane.
mais les choses évoluent très favorablement. Et dans l'ensemble, il y a beaucoup de contusions, beaucoup de déchirures musculaires, mais il n'y a rien de vital qui soit atteint. Et la semaine prochaine, je vais commencer mes examens cardiologiques. Mais je pense que, disons, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu et je crois que dans un délai pas trop prolongé, je pourrai refouler à nouveau la terre du Mali, que j'aime tant. Meilleure santé au président de la République. À présent, le bilan de cette visite de 5 jours qui a conduit le Premier ministre à Alger, Nouakchott et Paris. Dans ces 3 capitales, Dr Cheikh Modibo Diarra a prôné le dialogue d'abord avant la violence pour chasser les terroristes et autres bandits du nord du Mali, option à laquelle adhèrent les autorités des pays visités. Le point avec Aïssata Ibrahim Maïga. Parti de Bamako le mardi après-midi, le Premier ministre a regagné le pays ce dimanche vers 2 h du matin. Une mission qu'il a conduite dans 2 pays du champ, à savoir l'Algérie et la Mauritanie, avec comme objectif échanger avec les autorités de ces 2 pays sur l'insécurité au nord du Mali. J'ai entrepris des voyages récemment qui m'ont conduit en Algérie et ensuite j'ai fait une escale de 6 heures à peu près à Nouakchott. Tous ces 2 voyages avaient pour objectif d'aller d'abord m'enquérir de la position de ces 2 pays par rapport à l'option que moi j'ai retenue finalement pour la résolution de la crise au nord du Mali. Et les échanges ont été très très fructueux et j'ai été très agréablement surpris de voir le même enthousiasme, mais surtout un alignement parfait entre ma façon de voir la situation du Nord et ses solutions potentielles et la leur. Situation sécuritaire qui se caractérise non seulement par la présence de terroristes et de narcotrafiquants dans la zone, mais aussi par celle de bandits armés qui aujourd'hui occupent les 3 régions du nord du pays. Alors, quels moyens pour permettre au Mali de recouvrer l'intégrité de son territoire national? Moi, mon option n'est pas le dialogue d'abord et la force ensuite. Mon option est une option où les 2 vont simultanément ensemble. Pour cela, le Mali a besoin du soutien des pays du champ. Il s'agit de l'Algérie, du Niger et de la Mauritanie, réunis au sein du CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint, une structure dont la mission essentielle consiste à combattre ces forces du mal dans la bande sahélo-saharienne. Les gens ont trouvé ça très sensible et très bon comme approche. Et en même temps, se sont dit disposés effectivement à jouer leur part du jeu. D'autant plus que une structure dont le fondement juridique avait été mis en place existe déjà. Il s'agit du CEMOG, qui est une espèce d'état-major opérationnel des pays du champ, c'est-à-dire des 4 pays, la Mauritanie, le Mali, le Niger et l'Algérie. Donc c'est sur ça que nos conversations ont porté. Il y a un sommet de la CEDEAO le jeudi d'après qui se tiendra à Yamoussoukro. Et dès que je finirai ce sommet-là, je trouverai 2 ou 3 jours pour justement aller à New York, saisir le Conseil de sécurité pour aller vraiment leur expliquer le cas du Mali et profiter de cela pour les saisir par rapport à une résolution de frappe par rapport au nord du Mali. Ce séjour du Premier ministre à l'étranger l'a également conduit à Paris, dans la capitale française. Le Premier ministre est allé voir l'état de santé du président de la République, Dioncounda Traoré. Le docteur Cheikh Modibo Diarra, toujours à Paris, a eu une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Un entretien capital selon le chef du gouvernement, car, a-t-il dit, la France, qui est d'abord le premier partenaire historique du Mali, est aussi membre des 5 pays du Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto. C'était vraiment une occasion extraordinaire qui nous avait été donnée. Parler surtout des besoins du Mali. De quoi nous avons besoin, de quel genre d'aide nous avons besoin et quelles sont les structures qui existent, comme le CEMOG. Quand cette bataille est finie, il va falloir sécuriser la place.
Et pendant cette bataille, il va falloir sécuriser, n'est-ce pas, les frontières autour du théâtre de bataille pour que ces gens n'aient pas moyen de se replier dans les pays voisins qui ne soient pas concernés par justement cette résolution. C'est tout ça qu'il fallait discuter, mettre ça dans le contexte de structures qui existent ou de structures qu'on a besoin de créer. Ces besoins vont de l'appui logistique à la formation des officiers supérieurs pour la libération et la sécurisation des différentes localités sous occupation. La rébellion armée dont il est question a des conséquences non seulement sur les populations mais aussi les bétails. C'est pour prévenir l'agression des bandits armés que les membres de l'association pour le développement du secteur de Tenenkou ont animé une conférence de presse sur le sujet. Cette rencontre avec les hommes de médias avait pour objectif de dresser le tableau sombre des dégâts de la rébellion qui avait éclaté dans cette zone. Les conférenciers ont également fait des propositions pour l'ouverture d'un couloir entre les pasteurs mauritaniens et maliens. Djemba Moussa Kounate pour le compte rendu. Le cercle de Tenenkou dans la région de Mopti garde toujours les tristes souvenirs de la rébellion qui avait éclaté au Mali de 1990 à 1994. Au cours de laquelle plus de 8500 bovins et environ 7500 ovins et caprins ont été enlevés. Cette conférence de presse visait entre autres à inciter le gouvernement en place à prendre des dispositions nécessaires avec la Mauritanie pour la transhumance des animaux dans la bande sahélo-saharienne. Ce n'est pas seulement l'État. Quand on est propriétaire d'un bien, on doit aussi travailler, œuvrer à le sécuriser. Sur le terrain, les pasteurs, à travers les leaders, sont en train de s'organiser. Nous sommes l'interface. Donc nous savons ce qui est en train de se préparer sur le terrain que nous avons rapporté à l'État. Nous avons saisi l'État qui nous a tenu un discours que nous allons rapporter effectivement aux populations inquiétées, préoccupées par la sécurité de leurs animaux. Le secrétaire au développement de l'association se prononce sur la création d'une milice d'autodéfense pour veiller à la transhumance et l'indemnisation des victimes de la rébellion des années 90. Quand une économie est en lambeaux, les choses sont extrêmement graves. On ne peut aller en Mauritanie, on ne peut aller à la frontière, on ne peut aller nulle part. Donc si toutefois on n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qui va arriver? Les animaux vont rester au niveau du Tenenkou, au niveau de Djenné, de Yoru. Il y aura un conflit extrêmement grave entre l'éleveur et l'agriculteur. D'ores et déjà, les membres de l'association disent avoir pris des dispositions pour la bonne marche des négociations entre Maliens et Algériens. Il s'agit de l'interdiction aux éleveurs maliens de s'introduire en territoire mauritanien avant une autorisation des deux gouvernements en question. Assemblée générale des jeunes du cercle de Niafunké à Bamako, c'était hier une assemblée au cours de laquelle les ressortissants du cercle de Niafunké ont manifesté leur indignation face aux nouveaux interdits imposés par les bandits armés. Ils ont élaboré un plan d'action en faveur des compatriotes des régions du nord du Mali. Tchemoro Konate nous fait le compte rendu. Outre les enlèvements de personnes et de biens, le saccage des lieux, les populations des régions du Nord subissent de plein fouet de nombreux interdits dans la religion musulmane imposés par les bandits armés. Une indignation pour les fils du terroir. Quand le MNA Ansardine est arrivé il y a quelque peu à Niafunké, ils ont interdit la baignade au fleuve à partir de 18h et les jeunes n'ont plus le droit de jouer au football. La télévision malienne et les radios sont coupées. Et puis les jeunes n'ont plus le droit de fumer, comme vous le savez, les femmes doivent se voiler. Cette rencontre qui a regroupé de nombreux ressortissants du cercle à Bamako s'est voulu un espace d'échange sur l'élaboration d'un plan d'action permettant de secourir les compatriotes résidant dans la localité. Le plan en question concerne 3 domaines prioritaires, à savoir l'agriculture, l'alimentation et la santé. Il faut que les gens s'organisent quand même pour trouver en tout cas une solution par rapport à la sécurité alimentaire. Il faut également penser aux enfants qui sont restés là-bas, surtout dans le cadre de la santé, et voir ensemble si nous pouvons, en tout cas les restaurants de Niafunké, les médecins qui sont là, et si on peut en tout cas les faire déplacer pour aller assister au moins nos parents qui sont là-bas. La stratégie adoptée pour la mise en œuvre correcte du plan d'action est l'ouverture de couloirs humanitaires dans un futur immédiat. À présent, le grand format de cette édition, il est consacré aux problèmes sécuritaires à Bamako.
Les récents incidents ont occasionné un véritable problème de sécurité, prolifération d'armes, vols qualifiés ou encore attaques à main armée. Bamako retrouve progressivement ses activités nocturnes. Pour y faire face donc à ces problèmes, les forces de sécurité du district sont fortement mobilisées. Tous les soirs, des patrouilles sont organisées pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors, comment cela se passe sur le terrain et que pensent les noctambules de ces opérations? Pour en savoir davantage, Adaman Kamara et Ibrahima Traoré sont allés voir. Bamako et ses noctambules dans la sécurité maximale après les récents événements qui ont secoué la ville. La stricte mesure est en vigueur depuis quelques semaines. Ce soir, c'est une patrouille de grande envergure qui est organisée. Elle mobilise l'ensemble des forces de sécurité du district. Tout part de là, au groupement mobile de sécurité, où s'effectue le traditionnel regroupement de tous les éléments. Comme d'habitude, la hiérarchie donne les dernières consignes aux hommes. On vous demandera, comme d'habitude, d'être très correct sur le terrain, procéder à des fouilles systématiques de tous les engins et aussi, au cours des patrouilles, comme on le fait habituellement, interpeller tous suspects, trouver sans pièce d'identité et au besoin les conduire dans les unités les plus proches. Le message est donc clair, il est 0 heure. Cap sur le district et ses environs partagés en 4 secteurs. La patrouille est mixte. À bord de chaque véhicule se trouve la police, la garde et la gendarmerie nationale. Nous suivons tout d'abord l'équipe chargée du secteur 2, c'est-à-dire les communes 3 et 4. Dispositif en place. Voilà, tu te mets en position. Pas de contrôle, tu te protèges. Non, là. Le dispositif en place, ça consiste à mettre 3 éléments en amont, 3 éléments en avant et au milieu, il y a aussi un autre dispositif de contrôle. Donc en amont, on vous fait le signalement pour dire que attention, il y a les forces de l'ordre de sécurité. Donc l'usager commence à ralentir et juste au niveau du milieu, il s'arrête. Et juste un élément se détache pour le saluer, dire que les forces de l'ordre en contrôle, la police, la gendarmerie, la garde. Et tout de suite, on demande aux citoyens son permis de conduire si c'est un engin à 4 roues et immédiatement on procède aux fouilles systématiques du véhicule à la recherche d'armes. Nous retrouvons le même dispositif partout en commune 1 et 2. Des éléments sont positionnés au niveau de tous les points stratégiques du secteur. Au même moment, quelques véhicules patrouillent dans les rues. Tout est mis en œuvre pour détecter le moindre suspect. Les difficultés que nous rencontrons souvent sont liées peut-être à la compréhension même des individus que nous interpellons, puisque vous savez que depuis un certain temps, il y a des gens qui se croient tout permis. Donc cette catégorie de personnes, ce sont des gens qui sont vraiment réticents à tout contrôle. Par contre, il y a des gens des bons citoyens, qui vraiment trouvent cela normal. Ils se prêtent vraiment à tout ce que nous demandons d'eux et il y a sans problème. La nuit avance. Le contrôle se durcit également dans les secteurs 3 et 4, en communes 5 et 6, sur la rive droite. Les voitures sont fouillées après vérification des documents. Des motos sont réquisitionnées faute de vignettes. Les interpellations se multiplient également. Nous avons pris 3 jeunes à Sénou qui étaient en possession d'une paire de cisailles, un grand couteau, beaucoup d'autres objets pouvant penser qu'ils sortaient pour commettre un cambriolage. Présentement, nous les avons interpellés et conduits au commissariat du Trésor en ce moment. On voit qu'il y a de l'impact sur les populations qui sont de plus en plus enclins à coopérer avec les forces de sécurité, surtout à l'occasion des opérations de la sorte. Même si tout n'est pas encore rose, les noctambules estiment que ces opérations rassurent de plus en plus la population. On est vraiment d'accord, on est conscient. C'est pour ça qu'on s'est arrêté normalement, on a coopéré. Il n'y a pas eu de problème. Si tu as tes papiers, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est toujours bien de faire ça, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'insécurité en ville maintenant. Nous-mêmes, les jeunes en s'en rendent compte. Donc je trouve que c'est toujours bien. Cette patrouille, moi je suis très content de ça et je suis fier de ça et je les encourage qu'ils continuent avec ça. Que les uns et les autres acceptent d'être contrôlés à tout moment parce qu'à l'ère où on est vraiment, moi personnellement je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en circulation, à savoir les armes. Personne ne maîtrise la situation. Si de telles initiatives sont prises et qu'il y ait
de l'accompagnement, surtout. Ça nous rassure, quoi, nous les Noctambules. Cette nuit, les bandits de grand chemin semblent avertis. Aucune équipe de cette patrouille de grande envergure n'a retrouvé la moindre arme en notre présence. Et c'est sur ce dossier que se referme ce journal. Le prochain de 18h vous sera présenté par Ndeye Sissoko. Merci de rester sur l'ORTM et surtout, soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Bonne suite de programme sur l'ORTM.